Cela fait presque 4 ans que je fais la grève du sexe. Au début, je n'ai pas conceptualisé cet arrêt comme une grève officielle ou un acte militant, ni même comme une vengeance ad hominem. Je n'ai voulu priver personne de dessert. En fait, le point de départ de ce film, c'est en fait la productrice du film, Sandra Da Fonseca, qui a lu le texte d'Ovidie, La chair est triste hélas, à sa sortie. Donc c'est sorti au printemps 2023, il me semble. Et directement, elle a eu envie de l'adapter. Et elle m'a contactée en me disant voilà, est-ce que ça t'intéresserait de travailler un texte. Alors, elle n'a pas dit tout de suite de quoi il s'agissait, en film d'archives. Parce que voilà, moi, je travaille surtout avec des archives. Et donc, j'ai dit bah oui, oui, de quoi il s'agit. Elle m'a dit c'est le texte. J'ai dit ah bah oui, ça m'intéresse. Là, je l'ai lu. Et en fait, je l'ai lu avec du coup l'idée déjà de l'adapter. Et immédiatement, je me suis dit ah bah oui, super, trop bon. Enfin, le texte est hyper fort et ça me semblait bien se prêter à un film d'archives. Oui, oui, je pense que c'est pour ça qu'elle a fait appel à moi, c'est parce que voilà, j'ai l'habitude de travailler avec des archives et donc elle m'avait dit d'emblée, si je me souviens bien, un film d'archives avec lecture du texte. Donc c'était, bon, ce qui reste assez large parce que la question après c'est quelles archives, quelle portion du texte, et puis finalement on a ajouté d'autres choses aussi, mais c'était ça le départ, ouais. J'ai repensé à ces innombrables rapports auxquels je m'étais forcée à consentir par politesse, pour ne pas froisser les égos fragiles. À toutes les fois où mon plaisir était optionnel, où je n'avais pas joui. Je me suis remémoré tous ces sacrifices pour rester cotée à l'Argus sur le grand marché de la baisabilité. Oui, ça a été une grande partie du travail de choisir les passages du texte. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de respecter globalement la structure quand même du livre tel qu'il était écrit. Et j'ai sélectionné en gros les premiers chapitres en fait de son livre, qui sont les plus généraux, c'est-à-dire où moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver ce qui pouvait parler au plus de femmes possible dans ce qu'elle disait. Et donc j'ai enlevé les choses qui trop précisément la situaient elle dans sa vie personnelle, pour garder des choses qui moi me parlaient, enfin qui me faisaient penser à d'autres femmes que je connaissais, ou voilà. Et j'ai choisi les passages aussi les plus forts, les plus drôles, et voilà, après ceux que aussi j'arrivais à imaginer en images, parce que certains étaient quand même compliqués à accompagner d'images. Le dégoût, d'abord ponctuel, a pris place insidieusement jusqu'à m'envahir complètement. Comme un épuisement psychique, un burn-out. Et effectivement, c'est cette petite touche de désespoir à la fin du film, je l'ai gardée vraiment sciemment parce que je voulais pas trahir le texte d'Ovidie, puisque elle, son constat, c'est que c'est impossible. Après, ce qu'elle dit, c'est, si on écoute, enfin, si on prend vraiment le texte en compte, c'est, elle dit ce qui est impossible aujourd'hui, c'est les relations saines entre les hommes et les femmes dans ce système capitaliste et patriarcal, en fait, où elle dit vraiment que tant que les individus sont jaugés en fonction de leurs valeurs et de systèmes voilà, liés au marché, ou comment on se vend aussi auprès des autres, et avec voilà, l'idée de la famille, du couple. Elle dit que dans ce système-là, les relations entre les hommes et les femmes égalitaires sont impossibles. Ouais, c'était toute la question et l'intérêt aussi de fabriquer ce film-là, c'était quelles images j'allais pouvoir mettre avec le texte, parce qu'il fallait que le texte s'entende toujours extrêmement bien et que les images ne viennent jamais le parasiter. Et en même temps, je ne voulais pas juste illustrer le texte. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'ai pris le texte et j'ai cherché justement des petits mots très précis qui m'inspirent. Enfin, parce qu'en fait, dans le livre La chair est triste hélas, il y a beaucoup d'images déjà, enfin, beaucoup de métaphores, beaucoup de symboles. Enfin, elle parle beaucoup de nourriture, bien sûr tout ce qui a trait à la beauté, au corps, mais aussi à la maladie. Enfin, il y a une sorte de champ lexical qui parcourt tout le texte. Et donc, je voulais m'appuyer sur ces choses-là. Et après, trouver des manières de décaler le texte pour approfondir en fait la portée de ce qu'elle dit. Et par exemple,
Je savais que je voulais mettre des images liées au travail domestique, par exemple, et à la cuisine, dans une partie du texte qui parle de l'hétérosexualité et du rôle de la femme en tant que mère, par exemple. Et donc pour ça, effectivement, je m'appuie sur des petites choses. Par exemple, il y a des yaourts. Je me suis dit, ah bon, bah, les yaourts, elle dit, les femmes sont comme un yaourt périmé. Bah, moi, je me dis, bah, je vais mettre un vrai yaourt à ce moment-là à l'image, parce que ça me permet de mettre une image de frigo, donc parler du travail domestique. Et ensuite, c'est comment à chaque fois tirer cette image le plus loin possible, jusqu'à ce qu'elle entre en résonance avec le passage suivant du texte. Donc c'est un peu un travail de tuilage. Et là, en l'occurrence, on passe du yaourt au lait, donc à la couleur blanche. Et nous, le spectateur, on pense au sperme à ce moment-là parce que c'est ce qu'elle est en train de raconter. Et en fait, ce qui était passionnant en fait dans le travail, c'est de voir comment finalement, c'est pas l'image que je montre qui compte, mais l'image qui se crée dans la tête du spectateur quand il entend un mot et qu'il voit une image à l'écran. Et donc c'est comme s'il y avait une troisième image qui apparaissait, et c'est celle-ci en fait qu'il faut monter. Mais c'est tout un travail de se mettre à la place du spectateur, de la spectatrice. D'emblée avec Sandra, donc la productrice, on s'est dit que la question de où j'allais trouver les images, il fallait la régler en amont en fait pour qu'on se retrouve pas avec des problèmes pour acheter des droits. Donc on s'est dit qu'il fallait que j'ai des fonds précis dans lesquels chercher. Et d'emblée, moi j'avais pensé à Lina parce que énormément d'images. Et je cherchais plus tout ce qui était vieux magazines télé, émissions de conseils aux femmes au foyer, des images plutôt anciennes des années 60-70. Donc finalement, l'INA est entrée en coproduction sur le film. Et le label INA qui a fait qu'il y a une documentaliste qui a pu m'aider. Et donc avec cette personne-là, qui s'appelle Sandra Escamez, qui a été super, je lui donnais effectivement des mots-clés ou des types d'images que je recherchais, mais qui étaient extrêmement variés. Et je lui disais bien, le son m'intéresse pas, c'est que l'image. Donc tu peux aller chercher vraiment loin. Et donc je disais, je voudrais des talons hauts, des ombres sur les murs, enfin des choses. Elle, ça l'a beaucoup amusé en fait, je pense, de trouver en fait les images qui pourraient correspondre. Et, euh, et ça fait vraiment plus d'un tiers du film, c'est vraiment Lina. Et l'autre tiers du film, je voulais des images qui pouvaient un peu euh, contraster avec le côté très institutionnalisé des images de Lina et très professionnel. Et j'ai découvert en préparant le film qu'il y avait des fonds d'archives amateurs qui existaient en France. Et donc notamment le fonds de Cyclique, qui est dans le centre Val-de-Loire, et qui ouvrent leurs archives à des réalisateurs et des réalisatrices qui veulent travailler ça. Donc film amateur, à la base, c'est film de famille, en gros. Donc ils collectent les films chez les gens. Et je suis allée travailler là-bas. Ils m'ont laissé consulter leur disque dur. Sur place. Sur place, Ouais. donc c'était à Issoudun. Donc dans l'équipe vraiment de ce pôle de cyclique qui travaille avec les auteurs et les autrices. Et en fait, sur place, j'ai découvert qu'il y avait certes des films de famille, mais il y avait aussi des films de fiction amateurs. Et finalement, j'ai utilisé que ça. Donc, c'est-à-dire des fictions faites par des gens non professionnels, mais parfois avec des images magnifiques en pellicule. Il y avait des clubs de cinéphiles, cinéastes. Et ce que j'ai cherché dans ces images-là, c'est toutes les images un peu plus poétiques, en fait. Ça a amené beaucoup de poésie au film ou du mystère, parce que ça ressemble à des vrais films, mais qu'on n'a jamais vus. Donc, il y a un sentiment d'étrangeté un petit peu. Et en même temps, ça joue avec tous les codes du cinéma, l'image de la femme dans les films. La plupart des films que j'ai vus, c'est des histoires de femmes qui sont tuées. Donc, parce que bien sûr, le film par excellence, c'est le film policier. Et c'est toujours une femme qui est tuée, en fait, dans ces trucs-là. Donc, c'était que des féminicides, mais où la femme est filmée de manière très poétique, enfin, voilà. Donc il y a une grosse partie du film qui vient de ce fond cyclique. Et après, le petit tiers restant, c'est des images glanées vraiment sur YouTube. Là, je voulais vraiment des images très contemporaines pour, encore une fois, jouer le contre-pied. Et puis des fonds aussi, le fonds Prelinger, donc c'est des images américaines de publicité des années 50 qui sont des images qu'on peut trouver facilement. Voilà.
Oui, j'ai vraiment commencé par ce temps d'écriture, mais qui était un peu étrange parce que le texte était déjà écrit, donc l'écriture c'était les images, mais je ne savais pas encore lesquelles j'allais trouver. Donc c'est aussi ça qui a rendu compliqué la phase du financement, parce qu'en gros, il faut produire un scénario, mais moi le texte était déjà là. En même temps, je ne savais pas quelles images, puisque j'avais pas encore accès au fond, enfin voilà. Mais oui, j'ai vraiment travaillé le texte d'abord, et par exemple, il y a une séquence avec une grotte, effectivement. Ça, c'est vraiment né du texte, c'est-à-dire que dans le passage du texte concerné, Ovidie commence à filer la métaphore de l'explorateur, en fait. Euh, Elle dit les hommes sont là pour nous conquérir comme une terre. Donc là, j'avais l'image de l'explorateur. Donc j'avais demandé à la documentaliste de l'INA si elle pouvait me trouver des reportages où on voyait des hommes sur des pirogues. Etc. Et en parallèle, juste avant dans le texte, il y a le mot corps caverneux qui n'a rien à voir avec les grottes. C'est le mot caverne, je me suis dit, dans ma tête, ça a fait naître la grotte. Et donc l'explorateur est devenu un spéléologue. Et donc j'ai demandé à Sandra Escamès de l'INA, est-ce que tu peux me trouver des images de spéléologues en noir et blanc, en couleur? Et en fait, on en a trouvé plein qui étaient super. Donc il y a toute une séquence sur la grotte. Et parfois, c'est né des images que Sandra me trouvait. Par exemple, il y a toute une séquence de poupées dans une usine de poupées. Ça, c'est pas né du texte. C'est vraiment, je lui avais demandé pour le début du film des images d'usines et de filatures, de femmes en grève, etc. Et en fait, parmi ces usines, il y avait une usine de poupées. Et là quand j'ai vu ça, je me dis il y a quand même des corps de poupées partout. Ça m'a fait penser à ce passage sur MeToo. Et donc, c'est devenu la séquence des poupées sur MeToo. Oui, en fait, pendant que j'étais en train de monter le film, donc j'avançais dans le film et je me rendais compte que ça parlait non-stop et qu'au bout d'un moment, en tant que spectateur, on était un peu saoulé. Et le danger, c'était qu'on n'écoute plus vraiment le texte à ce moment-là. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait faire des pauses. Donc au début, je m'étais dit peut-être des pauses musicales ou des moments juste sans texte. Mais au même moment, moi, je butais un peu sur un problème dans le montage. Je trouvais qu'on se posait la question de qui parlait dans le film, puisque c'est un texte à la première personne qui est écrit par Ovidie. Il allait être dit par une comédienne. C'est moi qui fais le film. Et à l'image, on voit d'autres femmes. Donc, je sentais qu'il y avait une question un peu qu'il fallait régler. Euh, et comme l'idée, c'est de montrer que le texte d'Ovidie concerne l'écrasante majorité des femmes hétérosexuelles et pas que, euh, je me suis dit qu'il fallait un peu apporter d'autres témoignages qui pouvaient venir compléter ce que disait Ovidie dans d'autres situations de femmes qui ressentent une grande souffrance dans leur relation. Et je me suis dit, il faut que je trouve des témoignages. Par ailleurs, je suis intéressée par l'écriture de l'intime, les journaux intimes, etc. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet. Alors, au début, j'avais mis des extraits de podcasts sans le son, donc juste le texte que j'avais recopié. Notamment des pieds sur terre, des choses que j'avais déjà entendues avant qui résonnaient avec le texte. Et en fait, sur Internet, j'ai découvert le site journalintime.com, qui est des gens qui écrivent leurs journaux intimes en ligne, en fait, comme des blogs. Il y a des entrées et on peut suivre le journal intime d'une personne anonyme, parfois sur plusieurs années. Et, euh, et donc, j'ai commencé à me plonger là-dedans, sachant que c'est un site un peu sommaire, on ne peut pas faire de recherche par mots-clés. Donc je me suis dit, ça va être un peu compliqué. Et en fait, malheureusement, j'avais qu'à entrer dans n'importe quel journal et c'était des femmes qui racontaient des violences sexuelles. Vraiment, c'était partout, partout, partout. Donc j'ai commencé à sélectionner des passages et réfléchir à quels nouveaux éclairages ces témoignages-là pouvaient amener dans le film. Et j'ai fait le choix de les mettre effectivement en sous-titres, comme s'il y avait une voix qu'on n'entendait pas en fait qui racontait ça, pour qu'il y ait une pause sonore pour le spectateur. Mais aussi, moi, ce que je ressens quand je vois ça, c'est que c'est ma voix à moi, dans ma tête, qui lit ce sous-titre. Et donc c'est une manière, je trouve, d'impliquer les spectateurs d'une autre manière dans le film. Euh, et puis je trouve ça beau, cette idée d'un témoignage qu'on n'entend pas. Voilà.
Ouais, la question de la voix off, c'était un gros morceau parce que voilà, c'est quand même presque tout le film est accompagné par cette voix. Et en fait, mon idée à la base, c'était d'avoir plusieurs voix. Donc, je voulais demander à 3 comédiennes d'âges différents de lire le texte et ensuite de les monter, alors tantôt l'une après l'autre, tantôt en chœur, euh, pour voilà encore une fois accentuer cet effet totalisant en fait du texte d'Ovidie. Donc on a fait ça, on a enregistré avec 3 comédiennes. Et Julia était la voix euh, principale quand même dans cette idée-là, puisqu'elle a l'âge globalement plus ou moins d'Ovidie. Euh, et en fait, qu'on a fait ça, je me suis rendu compte immédiatement que ça ne marchait pas du tout au montage, parce que du coup, j'avais recréé un nouveau problème de qui parle, qui est en train de raconter son histoire. Et j'ai gardé sans hésitation celle de Julia, parce que, encore une fois, elle a la voix de l'âge, disons, du texte. Et, et j'avais pensé à elle tout de suite quand je cherchais des comédiennes, parce que j'ai monté un film dans lequel elle jouait, Coma, de Bertrand Bonello. Donc j'avais vraiment bien vu et entendu Julia. Puis par ailleurs, je l'ai rencontrée après, on se connaît bien. Et en fait, j'adore sa voix. Je trouve qu'elle a une voix euh, qui est à la fois très douce, très agréable à écouter, et en même temps un peu cassante quand il le faut. Enfin, c'est-à-dire, moi j'entends un peu des fois Delphine Seyrig quand je l'entends. C'est-à-dire, elle a une façon de, un peu à l'ancienne de prononcer certaines fins de phrases. Et un côté un peu, même un peu bourgeois en fait dans sa diction, qui du coup est assez jouissif quand elle dit des choses vulgaires, comme c'est le cas dans le film, ou un peu pince sans rire. Et je trouvais que ce décalage euh, apportait pas mal d'ironie et d'humour au film. Et en même temps beaucoup de douceur, parce que c'est quand même un texte qui tabasse, et donc il faut ménager un peu tout le monde quoi, pour qu'on soit pas juste se prenne pas des coups de poing en permanence devant le film. Donc j'aimais beaucoup cette douceur. Et ensuite, pour le moment où on a enregistré, ça a été assez magique parce que j'avais déjà monté tout le film, avec donc la voix du livre audio. Et j'avais prévu un temps de remontage derrière pour ajuster, parce que voilà. Et en fait, je n'ai eu aucune modification à faire. Elle s'est entièrement coulée dans le rythme du film. Elle avait vu le film en amont et elle avait super bien travaillé en fait. Donc au niveau du rythme, c'était parfait. Et donc j'avais quelques petites directions sur l'intention. Mais franchement, elle avait d'elle-même extrêmement bien compris et le texte et le film. Au début, j'en voulais plus. Et puis finalement, on a tellement travaillé le son comme une sorte d'atmosphère générale que j'ai pas eu le besoin d'en rajouter après la phase de montage. Mais les musiques dans le film, il y a effectivement 2 morceaux qui sont vraiment de la musique, qui viennent d'une archive, de Cyclic en l'occurrence. Une très belle archive en noir et blanc d'une femme qui prend son bain, que j'ai utilisée d'ailleurs. Donc c'est 2 moments de cette archive-là. Après, il y a des sortes de nappes que Flavia Cordet, la monteuse son, a créées elle-même au montage son. Et effectivement, au tout début du film, on entend un peu au loin l'hymne des femmes, que j'ai choisi de mettre parce que je cherchais en fait des chants de manifestation pour aller avec ce début du film qui dessine le motif de la grève et qui devient une grève des femmes en fait et du sexe. Assez naturellement, j'ai pensé à ce chant-là dans l'idée que un peu inconsciemment, ça allait relier tout ce début du film à un combat féministe beaucoup plus ancien, puisque le texte d'Ovidie fait écho euh, à des tas d'autres textes féministes en fait depuis les années 70. Ça vient du fait que je suis monteuse et que je suis habituée à travailler avec les images des autres et c'est ça que j'aime en fait, c'est pouvoir avoir déjà toute la matière et créer quelque chose à partir de ça. Alors que sinon, il faut quand même les produire soi-même, les images. Donc ça veut dire penser au cadre, au décor. C'est pour moi un métier en fait complètement différent, j'ai l'impression. J'ai quand même envie d'essayer de tourner en prise de vue réelle d'autres films. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est mélanger les archives et la fiction dans mon prochain projet. Et
et de voir aussi jusqu'où on peut pousser l'archive pour qu'elle prenne une part entière à un film de fiction. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer. Et sinon, oui, j'aimerais bien faire un film plus traditionnel aussi, c'est-à-dire sans utiliser autant d'images non tournées par moi. Je ne suis pas mal baisée parce que je suis féministe. C'est absolument l'inverse. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Et si toutes les mal baisées de la planète s'unissaient, elles créeraient le mouvement politique le plus puissant de tous les temps. Et le monde imploserait.